Bonsoir. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous entendez bien. Est-ce que le chat est en délire? Parfait. Ok, ben c'est parti. Eh ben, bienvenue pour cette première soirée des Agile Nights. On est content de vous recevoir. Je vais me présenter rapidement. Donc, je serai votre animateur pour cette soirée. Je suis Florent Desrousseaux, je suis chargé de marketing et de communication chez Hippon Technologies. Je vais faire un rapide focus sur votre outil. Donc, sur votre droite, vous avez un panneau de discussion. Donc oui, le chat que vous êtes en train d'utiliser et les questions. Donc les questions, voilà, vous les posez au fur et à mesure des présentations et on se réserve 10-15 minutes à la fin de chacune des présentations pour y répondre. Donc n'hésitez pas à les poser. Bon, je vais faire un rapide focus sur Hippon, car c'est Hippon Technologies qui organise ces webinaires. Donc nous sommes un cabinet de conseil. On accompagne différentes entreprises de différentes tailles à travers différents secteurs d'activité. Donc, on accompagne des startups, des grands groupes, aussi des acteurs du public. Donc, on accompagne nos clients notamment dans le développement et la transformation digitale de leur système d'information. Donc, Hippon, c'est 480 passionnés qui sont répartis sur 4 pays, donc la France, bien sûr, les États-Unis, la Russie et l'Australie. Donc, on a comme ambition de recruter notre 1000e collaborateur pour 2024. Voilà, ça, c'était l'instant pub. On va revenir sur les Agile Nights. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous participez au premier webinaire. Donc, c'est une série de 3 webinaires qui seront 100% agiles. Donc, aujourd'hui, le 8, il y aura un deuxième webinaire jeudi qui sera dédié à l'agilité à l'échelle. Et un dernier, le 17 décembre, qui aura un focus sur le bien-être des personnes avec un parallèle entre l'agilité et le fonctionnement de la Navy. Donc, on va vous partager nos retours d'expérience et nos outils. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Là, j'ai mis un QR code. Sinon, vous pouvez vous rendre sur hippon.tech. Donc, le programme de cette soirée. Donc, tout d'abord, il y a Marc et Johan qui vont parler des dynamiques de groupe et des outils, donc comment les choisir, quels sont leurs impacts, etc. Et à partir de 19h, Julie et Pierre nous feront un retour d'expérience sur le remote, notamment avec un focus sur l'esprit d'équipe, l'impact des messages et la communication. Donc je vais laisser la main à Marc qui va commencer la présentation et je vous dis à tout à l'heure. Bon webinaire. Et merci beaucoup. Alors je partage mon écran. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, parfait. Hop. Parfait. Bien, bah donc merci Florian, puis merci à tous d'être là. Donc bienvenue donc aux Agile Nights pour ce premier webinaire, donc des dynamiques de groupe et des outils. On va se présenter déjà, ça me semble tout à fait à propos. Donc Marc, je suis Scrum Master, voilà, j'accompagne des équipes sur un truc orienté agile, on va se dire, on va pas se mentir. Orienté, on va chercher la performance de l'équipe et puis l'améliorer, et bien sûr pour délivrer la valeur, bien sûr pour le produit. Et Johan. Donc moi c'est Johan Longuinam, bienvenue à tous. Donc moi je suis également Scrum Master, agiliste, fan de la culture produit, facilitateur et également développeur Java. Voilà, tout simplement. Très bien. Du coup, on va faire ça en 4 étapes. Petite intro, on va parler un petit peu de comment ça va se passer, un petit constat, une conclusion. Commençons donc par l'introduction. Et pourquoi ce sujet? Pourquoi parler justement des dynamiques et des outils? Globalement, c'est que on a tous connu donc dans le cadre de 2020 une pandémie mondiale, donc un fait inédit qui touche encore aujourd'hui. Et le confinement a accéléré le télétravail de manière radicale. Et cette fois-ci, c'est pas donc juste un télétravail où il y a une personne de l'équipe qui est de temps en temps à distance, mais là, c'est toute l'équipe qui est à distance. Cette fin d'année est donc l'occasion de faire un petit retour sur ce qui s'est passé. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais on a décidé de faire un focus donc, sur l'aspect qui est globalement plus visible, en tout cas, vous pouvez estimer comme tel. En 2020, les outils ont beaucoup évolué. On en a parlé sur lemonde.fr. On en a parlé, je veux dire,
J'ai même mon Windows qui se met à me proposer des réunions maintenant. Vraiment, maintenant, on est vraiment très orienté sur tous ces outils de communication. Du coup, il y a voilà, comment est-ce que ça a pu changer dans cette période-là. Et le dernier point, c'est bien sûr d'avoir une réflexion autour des utilisateurs. C'est les éléments qui nous intéressent. Alors, on va commencer par un peu expliquer les mots qu'on utilise dans notre titre. Donc, les outils, on peut dire que les outils, c'est un ou plusieurs éléments qui permettent à l'individu ou à un groupe de lui permettre d'en faire plus vite, globalement mieux. Ce sont des éléments qui viennent en support de l'individu ou de l'équipe pour optimiser ses actions. Et les dynamiques, alors globalement, c'est comment l'équipe se meut, comment elle s'organise, comment elle réagit, elle grandit, comment elle appréhende ce qui lui arrive et comment elle s'y adapte. On va parler donc de bonnes ou de mauvaises dynamiques pour décrire des situations où l'équipe fonctionne bien ou que la situation est compliquée pour l'équipe. Pour moi, c'est un élément de description, de caractéristique important pour un groupe ou une équipe. Alors, on va se poser quelques questions, bien sûr. Avec tous ces nouveaux outils, comment les choisir, comment être efficace et quels sont les impacts des outils sur la dynamique de groupe. Donc, pour cela, on va observer une équipe. On va proposer de vous emmener en observant une équipe donc pré- puis post-confinement, voir comment elle fonctionnait, donc quand elle était en local, comment elle a appréhendé le changement et comment elle s'en est sortie. Puis ensuite, on se fera, justement, ça c'est l'étape 3 qui sera prendre un petit peu de recul, une posture un peu expert pour chercher ce qui s'est passé, les mécanismes en place et ce qu'on a appris. Puis enfin, on fera une conclusion, la place des outils dans la dynamique de groupe et dans le fonctionnement de l'équipe agile et performante. À toi. Merci. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons partir d'une situation que beaucoup ont connue et que j'espère qu'on connaîtra peut-être plus tard dans le temps, qu'on reverra. C'est-à-dire une équipe colocalisée. Donc, c'est une équipe qui est constituée, comme beaucoup d'équipes, d'un ensemble de personnes avec leur propre personnalité, leur propre histoire, leur propre façon de travailler et aussi leur propre source de motivation. Elle peut être pluridisciplinaire au niveau de ses membres et elle peut être aussi parfois composée d'internes ou de prestataires. Cette équipe suit donc des rituels réguliers et autres réunions de travail et selon l'organisation agile qu'elle a pu choisir. Malgré les personnalités différentes et les profils aussi différents que l'équipe a, elle est assez mature et l'harmonie est plutôt bonne. Ils travaillent en bonne intelligence et surtout de manière efficace. Dans toutes les équipes agiles, quelle que soit l'organisation utilisée, comme Scrum ou Kanban, on utilise des rituels et autres réunions de travail afin de nous permettre de collaborer, d'échanger ou de générer des idées. Aussi, ça nous permet donc de planifier parfois ou de valoriser tout simplement le travail que l'équipe a pu produire, comme les démonstrations. Cela permet donc de gérer la collaboration entre les personnes, comme les rituels Scrum, les ateliers de priorisation ou encore les PI planning sur de l'agilité à l'échelle, de gérer le partage de connaissances, comme le pair programming ou encore les affinages entre les équipes pour la compréhension de besoins métiers. Et dans un environnement colocalisé, tous ces éléments de ce qu'on a dans les éléments de vie d'équipe sont partagés souvent de manière concrète dans des espaces de travail qu'on peut appeler OBA ou tout autre type de management visuel approprié. Au quotidien, plusieurs instances sont propres à l'équipe, mais aussi, ça se voit dans n'importe quel groupe de travail. Ces éléments-là sont importants et dans la vie de l'équipe, donc ça peut être des moments de team building, comme la pause café où on partage sur la série qu'on a vue hier, ou la pause déjeuner, ou encore des after-work. Il est également fréquent qu'on ait besoin de faire des face-à-face. Par exemple, Léa, notre Scrum Master, peut avoir détecté ce matin au daily quelqu'un qui se sent un peu, qui fait grise mine. Peut-être pouvoir utiliser ce face-à-face pour discuter. Ou encore, elle a besoin de ça pour désamorcer un conflit. Ou tout autre élément de gestion de relations interpersonnelles. L'équipe peut rencontrer aussi des situations critiques où la réactivité liée à sa colocisation peut être un avantage. Exemple d'une mise en production
ou qui ne se déroule pas bien. Et la réactivité donc, de l'équipe pour assister Pablo, notre DevOps, par exemple, permettra donc in fine de mettre en production dans un court laps de temps avec un stress limité et surtout maîtrisé. Et là, patatras. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre bonne dynamique s'est arrêtée. Suite au coronavirus et la pandémie que nous connaissons aujourd'hui, du jour au lendemain, confinement pour tous et télétravail obligatoire, notamment pour notre équipe. On vous propose donc de faire un petit point sur elle, donc sur comment elle s'est comportée 3 jours après et surtout 3 mois plus tard. Donc, 3 jours plus tard, après cet événement impromptu générant du stress et du doute, voici ce qu'on peut observer. Il peut y avoir un comportement de mimétisme par rapport donc, à des situations antérieures de télétravail effectué. Donc, typiquement pour les Parisiens, notamment au moment des grèves qui sont survenues juste avant justement le confinement. Ce mimétisme pouvait donner lieu donc à un travail de manière isolée, de manière silotée. D'anciennes habitudes, par exemple, qu'on pouvait aussi avoir en colocalisé, des bonnes pratiques comme le pair programming ou encore la communication spontanée pour se synchroniser ou échanger, sont arrivées dans l'impasse. Il peut y avoir aussi également de l'émergence de contention. Par exemple, on a tous connu un peu ce silence, un ange qui passe pendant des rituels, c'est-à-dire un moment de silence pesant et répété qui peut parfois être mal interprété. Un manque de synchronisation aussi. Par exemple, Johanna et Antonin, nos 2 développeurs, qui peuvent travailler donc sur un même code ou une autre action en doublon. Une gestion des urgences qui est aussi plus lente. Pablo, notre ami DevOps, qui n'arrive pas à contacter Franck ou Mani pour l'aider ou débloquer son situation. Il peut y avoir aussi des retards bloquants lorsque l'animateur d'une réunion arrive en retard, comme me dit notre PO qui arrive en retard à un affinage. Il peut aussi, on a remarqué aussi une certaine dissymétrie dans l'environnement et la capacité de travail. Franck avec ses enfants, ou encore Aurore en colocation, ou Léa tout simplement avec une connexion Internet de dinosaure en 56 ans. Faisons un petit voyage dans le temps et voyons ce qui est arrivé donc 2 à 3 mois plus tard. 2 à 3 mois plus tard, l'équipe a réussi à mieux s'organiser, mais elle a surtout appris. Elle a revu donc ses outils et leurs utilisations, notamment pour la communication orale et visuelle, pour aller sur des outils du type Discord, Teams, Miro, Klaxoon, ou encore toute la suite Google qu'on connaît. Elle s'est ajustée au niveau du temps de travail, sur le temps de travail collaboratif ou le temps de travail solo, pour avoir une harmonie à ce niveau-là. Le management visuel, lui, s'est optimisé pour retrouver un outil de suivi adapté à l'équipe. Le partage de l'humeur aussi, pour pouvoir revoir justement un peu la bonne humeur de l'équipe ou savoir avoir en tout cas si l'équipe se sent bien, de bien-être. Donc, on a mis en place le partage de son humeur pendant le daily, par exemple. Ou alors, l'équipe a fait des moments de team building, organise des moments de team building dans des échanges entre eux. Ça peut être la pause café après le daily ou encore organiser un déj en visio. Elle partage aussi ses contraintes. Elle a partagé aussi donc les contraintes de chacun pour rechercher l'optimum en termes de travail. Donc, par exemple, avec les enfants ou la colocation qu'on pouvait avoir, organiser le temps, les moments de réunion, le travail sur les compétences aussi de chacun et l'apprentissage de certaines tâches pour vérifier que chacun puisse avoir une certaine autonomie. En conclusion, une appropriation de ces outils. En fin de compte, pour répondre à la situation, l'équipe et les membres qui la constituent ont changé leurs habitudes et se sont outillés pour être plus efficaces. Qu'est-ce qu'on retient? Quel est le processus qui a été mis en œuvre et quels sont les outils qui ont été utilisés pour ça? C'est ce que Marc va nous présenter. Très bien, du coup je reprends la main. Voilà, l'idée c'est de faire du coup un constat et du coup se poser la question sur ce qu'on a appris, enfin, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a appris. Donc on a parlé d'outils, Miro, Discord, Teams, etc. Donc l'équipe les a fait évoluer, les a changés, les a testés, les a adoptés, les a délaissés. Donc vous trouvez des avantages sur tel ou tel outil, mais
en fait, au-delà des outils, c'est surtout l'équipe qui s'est adaptée, qui s'est approprié les outils, les a utilisés, réutilisés. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir si on prend un peu de recul? Globalement, est-ce que l'équipe a appris à utiliser ces outils? Est-ce que c'est l'outil, parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions sur l'outil qui a ajouté la fonctionnalité qui change tout? Est-ce que l'équipe a fini par trouver le bon outil? Ou bien, en fait, là où il y a un vrai axe, c'est l'équipe qui a cherché. L'équipe qui a pris acte de la situation et a agi. Et que du coup, en quelques mots, l'équipe s'est adaptée. Et alors, du coup, est-ce que le problème, c'est pas plutôt ça, que l'équipe qui, justement, s'est réadaptée à la situation? Est-ce que c'est pas tant qu'ils ont trouvé un meilleur outil ou qu'ils ont appris à l'utiliser, mais plus probablement qu'ils ont trouvé la meilleure façon de l'utiliser, ou plutôt qu'ils ont revu leur fonctionnement et l'ont outillé ce fonctionnement? Globalement, ce qu'on peut apprendre, c'est surtout que c'est l'adaptation au changeant qui a été appris par l'équipe, qui est vraiment l'élément important. Du coup, la question serait plutôt: pourquoi dès le début de l'équipe, pourquoi le début du confinement, en tout cas le début de la mise à distance, l'équipe n'a pas été capable d'être directement efficace? Et c'est là où ça va nous emmener sur justement des problématiques autour de pièges. Pour commencer les pièges, je vous proposais de parler de skeuomorphisme. C'est pas faux. Alors, skeuomorphisme, qu'est-ce que c'est? Alors, pour de vrai, c'est un élément de design, c'est un terme de design qui a donc pour but de retrouver ses habitudes dans un environnement différent. Donc, par exemple, des éléments que vous pouvez connaître déjà. Donc, on a effectivement la disquette de sauvegarde qui permet de se rappeler que, effectivement, pour ceux qui se souviennent que les disquettes ont existé, mais la corbeille, les chandeliers avec des fausses bougies, le système, disons, de manipulation de son avec des potards comme on peut avoir sur les anciennes chaînes hi-fi. Super. Concrètement, donc, c'est un élément qui est fait exprès, donc c'est vraiment un souhait du designer de faire ça, donc qui va permettre, par exemple, à une personne de beaucoup plus rapidement retrouver ses marques dans un nouvel environnement. Ça, c'est l'avantage. C'est super intéressant parce que cette personne sera efficace rapidement et ça facilitera sa prise en main, même si ça pose problème car ça n'exploite pas pleinement le nouvel environnement. On est limité par les souhaits de design de s'approprier globalement ce qu'on se faisait avant. Du coup, le piège ici, que je voulais illustrer, c'est surtout que le problème engendré par le mimétisme, c'est qu'en fait, cette tentation, donc à tenter de refaire pareil qu'avant, on va avoir tendance à ne pas voir que le contexte a changé, voire à lutter contre le changement. C'est donc un piège important. Et finalement, c'est une erreur assez habituelle, genre limite normale, commune. Et des erreurs comme ça, en fait, il y en a d'autres. Et du coup, il y a une série de pièges qu'on peut généraliser et du coup, les identifier. Ce serait super sympa, n'est-ce pas? Et justement, il y a des outils pour nous y aider. Hop. Alors, des outils, justement. C'était quand même le thème initial de la conférence. Et c'est là où on aimerait vous emmener. En fait, si c'est important pour l'équipe d'avoir des outils opérationnels efficaces, qu'il faut savoir challenger, il faut surtout s'assurer que le problème n'est pas lié à l'outil. Ou en tout cas que le problème, quand on souhaite le changer, est vraiment lié à l'outil. Et surtout qu'il ne pose pas, en fait, je me suis perdu, qu'il ne vient pas masquer en fait, un problème qui serait plus profond. L'exemple type est le problème de communication. Généralement, enfin, vous avez probablement tous entendu un peu un problème de communication avec tel ou tel. Donc, généralement, c'est pas un problème d'outil. C'est très rarement un problème d'outil. Je veux dire, si c'est un problème d'outil, c'est le cadet de nos soucis. En fait, l'idéal est plutôt de chercher sur des problèmes autour de la motivation, de la gouvernance, du partage de vision. Parce qu'en fait, pour de vrai, si les personnes ne sont pas alignées, que les enjeux ne sont pas partagés, que les objectifs sont flous et non maîtrisés, il y aura toujours des problèmes de communication. Qu'on passe par signaux de fumée, par telex, visioconférence holographique, ça ne changera pas vraiment. Du coup, là, on va passer justement à des éléments qui sont des outils moins opérationnels. Des outils qui nous permettent de mieux, qui parlent plus des comportements des mécaniques qui sous-tendent justement le fonctionnement des groupes et des individus. Des outils qui permettent d'y voir un peu plus clair et mettre en perspective ce que l'équipe a rencontré et comment elle a réagi. On va parler d'outils autour de l'individu, d'outils autour du groupe, et puis aussi d'outils pour avancer, sortir et progresser. Alors évidemment, ce ne sera pas exhaustif, on va se contenter de quelques outils.
qui tournent autour du comportement. Voilà. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que ça reste donc des modèles, souvent des modèles. Donc les modèles sont des cadres conceptuels qui permettent surtout de manipuler des choses, mais ça reste pas la vérité, ça reste qu'un modèle. On va commencer par les biais cognitifs. Et donc assez proche de l'individu. Alors il y a des biais qui tournent autour du groupe, mais sur ceux qu'on va regarder, on va rester sur l'individu. Alors qu'est-ce qu'un biais ? Donc, le biais est lié à l'individu et génère une distorsion dans sa compréhension de l'information. Et pourquoi je parle des biais et qu'est-ce que ça peut avoir en fait avoir dans notre situation? Globalement, les biais nous permettent d'avoir une idée des pièges types auxquels nous sommes tous exposés, et tous en tant qu'individus. Moi aussi, pas seulement les gens qu'on étudie. Ainsi, ils nous permettent de nous faire une idée des conséquences qu'ils peuvent engendrer. Dans les exemples qu'on va vous donner, que je vais vous donner là, par exemple, ça va être un peu plus parlant. Donc, par exemple, j'ai retenu le biais de statu quo. Le statu quo, c'est globalement un biais qui va nous pousser à ne pas faire de choix, à repousser le choix, voilà. C'est-à-dire que quand on a un choix, globalement, on a le potentiel de faire les deux, tant qu'on n'a pas fait le choix, parce que globalement, choisir, c'est renoncer. Du coup, puisqu'on renonce, du coup, on ne va pas faire le choix, on va le repousser jusqu'au bout. Et typiquement, ne pas faire de choix, ça limite la capacité de progression et la recherche de solutions. Parce qu'on ne va pas tester une solution, on va juste rien faire. Il y a le biais de l'autruche, qui est encore plus, disons, simple, si je puis dire. Puisque là, on va consister à faire comme s'il n'y avait pas eu de changement. Et pas de différence avec le contexte. Ce qui fait que, s'il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas de raison de changer. On est tous pareils, donc on continue. Là aussi, on va forcément ralentir la prise de conscience donc, de la situation et les possibilités d'amélioration. J'ajoute le biais d'ancrage qui peut être intéressant, donc, ou première impression, qui va consister à nous bloquer, par exemple, sur une première solution qu'on trouvera. Et globalement, on va avoir, même si elle est remise en cause, on va avoir du mal à la changer. On va surtout valoriser cette première impression. Par exemple, on peut imaginer que on avait un canal de discussion qui n'était pas super efficace, mais quand on était en colocalisé, c'était pas très grave, parce que du coup, on était supplanté par des discussions directes. Mais puisqu'il existe, on va avoir tendance à l'utiliser. Vont de pair potentiellement avec cette situation, avec cet exemple, le biais de l'escalade de l'engagement, c'est qu'à partir où on a pris une décision et qu'on est challengé dessus et qu'on a continué à le retenir, on va continuer à essayer de s'y accrocher. Parce que globalement, ça signifierait qu'on est tort. Et ça va nous empêcher de tester des nouvelles solutions, de s'ouvrir justement à des possibilités. Et du coup, appréhender un peu mieux le changement. Un élément qui va souvent de pair, c'est le biais des coûts irrécupérables qui est lié justement à l'investissement qu'on a pu en faire dessus. À partir du moment où on a payé une licence, on va tendance à chercher à utiliser cette licence pour la valoriser, plutôt que chercher la performance de l'équipe. C'est-à-dire que si l'outil est totalement inadapté, puisqu'on l'a payé, on va essayer de l'utiliser, alors qu'on aurait probablement mieux fait de choisir un autre outil si on cherchait vraiment la performance. Alors bien sûr, il y en a des tas, genre des tas. En tout cas, je vous ai mis le lien vers Wikipédia, donc il y a vraiment énormément d'éléments. Enfin, bien sûr, pas les lister, c'est pas l'objectif. Mais ici, ça permet d'avoir quelques éléments qui permettent justement d'avoir des exemples et un peu mieux cerner ce qui peut gêner les individus et donc qui va fatalement gêner l'équipe par derrière. Donc, voilà. Du coup, je vous propose de passer à une étape donc au-dessus, modèle de Tuckman, donc plutôt au niveau équipe. Donc le modèle de Tuckman, donc c'est assez vieux, on parle de 65. C'est un modèle qui propose donc un cadre, donc encore une fois je répète, le cadre conceptuel autour d'un comportement d'équipe. Celui-ci décrit 4 équipes. En fait, pour de vrai, il y a une 5e équipe qui est introduite un peu plus tard, mais elle ne va pas nous intéresser dans le cadre de notre situation. On propose donc 4 étapes. Donc, une étape forming où globalement les équipes se forment, enfin l'équipe se forme, donc c'est-à-dire que les collaborateurs, les membres de l'équipe se rencontrent, s'échangent, etc. Une phase qui va passer ensuite en storming, où globalement les points de vue vont s'affronter, les idéologies, les décisions, les styles vont s'affronter. On va passer à une étape de norming, où justement on va commencer à chercher justement le consensus, on va essayer de chercher justement le travail ensemble, qui va du coup permettre justement d'avoir, on va commencer à avoir l'équipe à ce moment-là réellement, en tout cas l'équipe telle qu'on peut s'appuyer dessus. Et on va avoir une équipe de performing, où justement on va chercher l'amélioration continue, on va être de meilleur en meilleur. Et donc il y avait une 5e équipe qui est en fait une étape de fin de vie de l'équipe, et donc c'est effectivement pas pertinent ici. Alors pourquoi ce modèle est intéressant ici?
c'est que globalement, on peut estimer qu'avant le chamboulement, l'équipe était globalement en performing. On va prendre ça comme base en tout cas. Seulement, là, il y a un changement qui est super important et cet équilibre a bien sûr évolué. L'équipe est déstabilisée, tout change, se bouge. Du coup, pour de vrai, on se retrouve en forming. Ça reste les mêmes personnes, mais en fait, les personnes ont concrètement changé, ont évolué. Comme on a pu le voir dans les problématiques de biais, tout le monde n'a pas évolué même à la même manière, de la même façon. Peut-être des gens qui ont été heureux de passer un confinement quand ça n'a pas été le cas de tous. Donc fatalement, les gens, concrètement, en termes de positionnement dans l'équipe, sont plus les mêmes. Du coup, l'équilibre qui était présent auparavant n'est plus le même. Il reposait notamment en partie sur des éléments de proximité. Ils ne sont plus disponibles. Alors, du coup, on vous propose, pour illustrer ça, des éléments qui peuvent justement un peu concrétiser les éléments de mouvement. Donc, certains membres de l'équipe n'ont plus les mêmes périodes de temps de disponibilité. Donc, typiquement, dans les exemples qu'on avait pu citer, on avait le tech lead qui potentiellement papillonnait sur différents postes de dev, justement pour aider à débloquer les situations et avancer. Voilà, il a des enfants à s'occuper, du coup, il va devoir travailler très tôt, travailler très tard, du coup, plus disponible pour l'équipe. En tout cas, pas de la même manière qu'il était auparavant. Du coup, le tech lead doit se réadapter. Par exemple, les membres doivent être plus autonomes. Ils vont apprendre peut-être des outils. On parlait justement d'avoir retravaillé la partie solo versus la partie de groupe. Donc, quand on était en localisé, on focusait sur la partie groupe, mais on va favoriser la partie solo quand on est tout seul devant son écran pendant une période qui est plus longue que 10 minutes. Du coup, globalement, tout le monde va trouver un nouveau rôle. On avait un autre exemple qui était autour de la livraison. Peut-être que Pablo, puisqu'il n'a plus personne autour de lui, ça serait bien que tout le monde connaisse un petit peu comment ça marche pour pouvoir venir l'aider. Peut-être que même, ce serait bien que d'autres personnes puissent s'en occuper. Donc, on va rendre un peu plus autonome chacune des personnes, et du coup, c'est plus la même équipe. On n'a plus disons, si on parlait de pouvoir ou d'équilibre des forces, c'est plus la même. Du coup, c'est plus la même équipe. C'est-à-dire que globalement, donc j'avais pris l'exemple du couple de danseurs, c'est que globalement, ils vont avoir une danse, super. Si la musique change, si je sais pas, le dance floor change, il est plus petit, plus grand, où il y a des gens dessus, on doit réadapter sa danse. On va pas danser comme on dansait avant, ça n'aurait aucun sens. Donc là, c'est pareil. Même si c'est les mêmes personnes, en fait, c'est plus la même dynamique. L'équipe est du coup plus tout à fait la même. Et les performances sont réadaptées au nouveau contexte. Chouari. Alors, une des problématiques qui se passe quand on est face à un changement pour une équipe, c'est finalement la problématique de l'apprentissage, et du coup de devoir réapprendre. Et donc, dans une phase de réadaptation, on est forcément obligé de passer par cette phase justement où on repratique. Donc, Chouari, c'est globalement un modèle d'apprentissage qui a hérité des arts martiaux japonais et décrit 3 étapes. Le chou, on va pratiquer. On répète globalement les gestes. On ne va pas forcément chercher à savoir pourquoi on fait le geste, mais on va pratiquer le geste. Et c'est par cette manipulation qu'on va faire apparaître le A, où on va commencer à se poser des questions. On va se challenger par rapport à ce geste. Pourquoi est-ce que je fais ce geste comme ça? Pourquoi je le fais à cette vitesse-là? Pourquoi je prends cet angle-là? Pourquoi je le fais devant celui-là ou autre? Si je faisais dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passerait? Si j'attendais un petit peu et que je faisais, qu'est-ce qui se passerait? Si j'en rajoutais un autre, qu'est-ce qui se passait? On challenge. Et ça va nous amener au riz où justement toutes ces questions-là, les réponses qu'on aura pu arriver vont permettre de sublimer justement la pratique, qui nous permettra de dire à chaque situation, puisque je me suis interrogé justement sur ma pratique, je sais que faire ce geste-là est pertinent ou celui-ci. Et puis si je fais ça, ça va me permettre de conduire à ça. Alors, ça va permettre justement de vraiment posséder la connaissance. Alors, Chouari n'est pas vraiment linéaire et de mon point de vue, il est plutôt pas vraiment fini. Alors c'est peut-être pratique c'est même pas vrai pour les arts martiaux, parce que, en fait, plus on avance sur la pratique, plus on découvre des nouvelles branches et sous-branches et une infinie de branches. Donc, globalement, on est toujours en apprentissage. Là, ça va être pareil. On a un nouveau contexte, on a un nouvel apprentissage, on réapprend. Et on va aussi s'assurer que les autres membres de l'équipe vont réapprendre peut-être la rétro, réapprendre les cérémonies, réapprendre à utiliser son outil, peut-être qu'on s'appuyait sur des éléments. Ça, c'est des éléments justement qui sont importants de ne pas hésiter, à ne pas avoir peur de se remettre dans une situation d'apprentissage. Globalement, on était sur une conduite du changement. Que ce soit effectivement donc un confinement ou une arrivée d'une personne dans l'équipe ou une réorganisation, on est sur du changement. Et donc, ce qu'on peut adopter, c'est globalement, en tout cas, un outil pour mesurer un petit peu où on en est et comment aller vers la résilience, qui va être le mot intéressant là-dedans.
c'est de chercher justement à améliorer ça. Donc, la conduite du changement, donc la courbe qu'on voit là, c'est une courbe type, qui est globalement, il y a 3 étapes. Donc, une étape initiale, un changement qui va avoir, comme vous voyez, ça ne tombe pas tout de suite, il y a un petit délai, en fait, il y a une inertie liée à la pratique qu'on a avant. Typiquement, on peut estimer que l'équipe était au cours d'un sprint. On va estimer que sur la semaine qui suit, il y a pas ils vont pas perdre ce qu'ils étaient en cours, ça devrait plutôt bien se passer. En termes de contexte fonctionnel, c'est à peu près le même. La répartition des tâches était probablement plus ou moins définie, donc ils vont pouvoir continuer. Donc sur une semaine, ça va bien se passer. Mais le sprint suivant, il va peut-être falloir réapprendre de nouvelles choses. Et puis le sprint encore après. C'est-à-dire que les mécanismes qu'on avait en place jusque-là, ils vont plus bien marcher en fait. On va arriver finalement dans le mur. On va arriver au moment où le changement, il va être là. On va plus pouvoir faire semblant qu'il n'existe plus. C'est pour ça que je parlais du mimétisme auparavant, c'est que ça va potentiellement gêner. On va arriver du coup dans la vallée du désespoir, le moment où tous les efforts qu'on avait faits, si on ne change pas, si on ne se réadapte pas, ils ne servent à rien. On va pas y arriver. On va se poser des questions. Ce que je faisais avant, ça ne marche plus. Ce que j'ai appris avant, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? C'est pour ça qu'on appelle la vallée du désespoir, parce que les questions n'ont pas forcément immédiatement de réponse. Et ça peut être très douloureux pour une équipe et ça peut durer longtemps. Du coup, c'est important de s'en sortir là. Et du coup, les réponses aux questions qu'on peut apporter dans le cadre de cette phase-là, qui est nécessaire dans le cadre d'un changement, c'est vraiment le moment où on va adopter justement le changement et passer à une étape qui va améliorer la situation. Et du coup, la résilience, c'est le moment où l'adaptation au changement se fait. On se repose des questions, qui étaient potentiellement les questions auxquelles on avait déjà répondu, mais on rechallenge les éléments sur lesquels on était. Comment est-ce qu'on fait la rétro maintenant qu'on est à distance? C'est peut-être une mauvaise idée de le faire par téléphone. Peut-être que allumer la caméra, c'est intéressant en daily pour voir le mood. Peut-être que c'est intéressant qu'on ait des outils autres Excel qu'un fichier partagé Excel envoyé par mail pour, je ne sais pas, lister les US. C'est des questions qu'il faut absolument se reposer. Ça peut paraître évident, mais c'est pour l'exemple, évidemment. Pour justement réussir à se réorganiser, à se remesurer les uns par rapport aux autres, et justement améliorer sa performance petit à petit en répondant aux questions. Et c'est cette phase de résilience qui va être donc intéressante. Donc c'est la phase de sortie, disons, de crise, qui mesure du coup la fin du changement. En général, les changements suivent, donc il y en a d'autres qui vont arriver, il ne faut pas s'inquiéter. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut réduire la vallée du désespoir. Elle sera toujours présente, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas faire comme si elle n'arrivera pas, elle est toujours présente. Ce qui compte, c'est plutôt de la visualiser et réussir à la minimiser. Soit en réduisant la profondeur, c'est moins grave, soit en réduisant la durée, soit évidemment en faisant les deux. Voilà. Et j'avais mis, on ne peut pas préparer une équipe à toutes les situations, mais on peut la préparer à mieux accueillir le changement et à s'adapter. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dans tous les cas, effectivement, on ne peut pas préparer une équipe à connaître toutes les situations possibles et imaginables, ce serait un temps perdu incroyable. Par contre, on a des outils qui nous permettent effectivement de mieux accueillir le changement et s'adapter. C'est ça qui est plus intéressant. Du coup, on pourra tout faire. À toi. Tout à fait. Merci Marc. Donc pour conclure, après toute cette belle présentation, ce que l'on peut retenir, c'est que donc, suite à ce Big Bang, pour revenir à notre équipe, donc ce Big Bang que nous avons tous subi avec le confinement, notre équipe colocalisée s'est adaptée et a appris. Innocemment, donc elle est tombée dans des pièges et des dysfonctionnements, et avec les dysfonctionnements et les désagréments qui peuvent arriver et avoir aussi des conséquences derrière pour l'équipe. En se recentrant sur elle-même et en faisant donc preuve de cette fameuse résilience, elle a pris conscience aussi de son fonctionnement. Son adaptabilité a favorisé l'émergence d'une nouvelle dynamique de groupe afin donc d'obtenir une harmonie avec son environnement, tout simplement. Il faut donc privilégier les outils. Par exemple, un outil qu'on connaît en Scrum, l'introspective. Des outils qui favorisent donc l'adaptation. C'est une métrique donc forte pour l'équipe pour arriver vers cette résilience. L'amélioration est bien au niveau donc des personnes et du groupe, pas les outils qui eux donc arriveront par la suite. En faisant un focus sur ces individus et en s'adaptant au changement,
l'équipe a fait aussi donc preuve d'une maturité agile. Malgré tout, quelle que soit l'équipe, quels que soient les membres qui la constituent, la présence d'un Scrum Master ou d'un coach, comme notre équipe avec Léa, peut aider l'équipe dans l'accueil du changement et aussi accélérer donc ce processus pour atteindre un niveau de résilience. Et comme disait donc Ian Malcolm, donc Jeff Goldblum dans Jurassic Park, avec la nature qui avait repris ses droits, trouvons un chemin, adaptons-nous, créons un cercle vertueux, soyons dans l'amélioration continue, perpétuelle, et posons-nous des questions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Utilisons les bons outils en favorisant l'adaptation pour éviter ou mesurer donc l'effet des pièges, afin aussi de réviser nos pratiques. Et garder donc une bonne dynamique sur le groupe, centrée à la fois donc, sur l'humain et l'équipe, qui doivent donc être les éléments principaux à considérer pour s'adapter et profiter des opportunités de changement. Pour ce qui est des outils donc, opérationnels comme Jira, Discord, Teams ou Google, ce qui compte, c'est de se poser le question sur son fonctionnement avec l'équipe, par rapport à l'équipe, puis de chercher l'outil donc, qui supporte et optimise ce fonctionnement, et tout simplement. Voilà. Le contraire donc, serait hasardeux. Merci. Donc, merci à Julie qui a participé avec nous, Marc et moi-même, et aussi donc l'organisation avec Florian et Yves. Donc on est dispo pour répondre à vos questions. Alors petit rappel d'utiliser le truc de questions pour poser vos questions justement. C'est incroyable. Et il y a des questions. Alors, il y avait une question dans le chat, tout d'abord, de Véronique Alcantara. Bonsoir. Bonsoir Véronique. Peut-on approfondir le terme résilience? La résilience, c'est un terme que tu retrouves dans la courbe du deuil aussi. C'est-à-dire que, en fait, finalement, la courbe du changement est liée, globalement, c'est la même. Et donc, c'est vraiment le moment où, du coup, tu vas passer les étapes, tu vas avoir fait globalement le deuil de la situation pour te réadapter ou disons, un peu oublier une situation précédente pour faire corps avec la nouvelle situation. Et du coup, un petit peu, c'est un petit peu le côté, je sais pas, la navigation qu'on peut faire entre l'Europe et les Amériques. Tu vois, il va falloir lâcher les côtes européennes si on veut découvrir l'Amérique. On va avoir du mal à faire autrement si on est tiraillé entre les deux. Donc, la résilience, c'est quand tu arrives à faire ce pas-là et du coup, faire corps avec globalement les Amériques, quoi. Si je puis dire. Est-ce que ça peut répondre à la question? Hop. Des recours sur la résilience. Très bien. Alors, du coup, on n'a pas fait de bibliographie. C'est une bonne remarque. Effectivement. Je vous propose de regarder les questions. Donc, il y a une question de Michael. Si je ne m'abuse, on peut voter pour les questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dedans. Il doit y avoir un petit bouton sur la droite, genre avec... je pense que ça, là, on peut cliquer dessus, voilà, pour augmenter. Voilà, bon, ça met un petit peu à jour. Alors, Sébastien, désolé, mais ça va être celle de Michael en premier. Alors, Michael Bourgeois qui nous dit bien que cela dépende du contexte, comment réapprendre à nos équipes une nouvelle manière de travailler? Comment détecter à distance les problèmes de chacun, surtout si les membres de l'équipe sont discrets? Comment faire pour bien préparer une équipe aux changements à venir? Bon, il y a plusieurs questions, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Comment réapprendre dans les équipes? Là, en tout cas, ce qu'on décrit dans cette présentation, c'est que pour qu'ils puissent réapprendre, il faut qu'ils soient conscients qu'ils en aient besoin. Qu'ils soient conscients que ce qu'ils savent, ça ne sert plus à grand-chose, en fait. Toute proportion gardée. En tout cas, la cible d'usage qu'ils avaient avec leurs connaissances n'est plus la même. Alors, bien sûr, partiellement, ce sera toujours valable, mais qu'il faut qu'ils soient conscients que le fromage ayant bougé, il faut qu'il se réadapte. Et c'est là où, à partir du moment où tu arrives à conscientiser le fait que
ce que tu sais n'est plus valable, ou en tout cas plus suffisamment valable, bah, tu es en posture de pouvoir réapprendre. Et tant que tu n'as pas fait encore une fois, ce deuil, disons, de ta stabilité, bah, tu vas avoir du mal à réapprendre, parce que tu n'en as pas besoin, en fait, à partir du moment où tu n'as pas conscience que tu en as besoin. Donc ça va être l'élément qui va être bloquant et principalement bloquant et qui va potentiellement gêner les gens à réapprendre. C'est quand, bah, justement, tu vas pas avoir les outils pour le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rester. Un élément qui est super important pour moi dans les équipes, c'est vraiment l'humilité des collaborateurs, justement, de ne pas être trop certain de ce qu'ils savent et de bien accueillir, typiquement l'ouverture en Scrum, pour bien être ouvert au changement. Parce que les changements, ils arrivent tout le temps, en fait, en permanence, continuellement. On ne peut pas se permettre de considérer qu'à partir de maintenant, je sais tout. Donc, pour moi, là où il faut travailler, c'est justement sur un petit peu de doute là-dessus, pour être suffisamment en capacité justement d'apprendre. Comment créer un esprit d'équipe? Tu veux la question de Sébastien? En fait, j'aurais répondu le fouet, mais je suis sûr que c'est pas la bonne réponse. Comment créer un esprit d'équipe pour une équipe qui a été créée pendant le confinement suite à une réorganisation? L'instant café ne suffit pas si les personnes ne se connaissent pas. Alors, tout à fait. Alors, les éléments qui sont humains, moi, un élément qui est important pour moi, pour une équipe, alors, évidemment, j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec des équipes, créées pendant le confinement, mais ça s'est plutôt bien passé. Alors, moi, c'est des équipes qui étaient internes. Du coup, des gens qui avaient, disons, au moins alors même si elles se connaissaient pas, parce qu'elles étaient transagences, elles avaient au moins ce petit point commun que globalement, on fait partie de la même entreprise. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille avec des prestataires, on peut avoir un petit peu de partout. Là où, pour moi, c'est fondamental, c'est justement parce que je disais à un moment, l'alignement sur l'objectif. C'est-à-dire que si on arrive à avoir tout le monde qui va dans la même direction, ça crée globalement un objectif commun qui va avoir tendance à fédérer. Alors, bien entendu, et on en parlera justement dans la conf qui arrive après, il y a d'autres tips plus intéressants, mais du coup, je confie les miens, on va dire. Ils sont tout à fait intéressants, donc Pierre et Julie qui en parleront. Mais ouais, moi, je pense que l'alignement autour d'un objectif, c'est un élément qui va aider à faire avancer l'équipe. Bien sûr, il y a d'autres choses, et voilà, la conf après pour en parler un peu. Oui, pour une équipe qui se crée pendant le confinement, ce sera important au départ de bien partager ensemble, de bien communiquer sur sa manière à chacun de travailler. Tout simplement pour faire en sorte que chacun se comprenne et apprenne à faire avec l'autre et que justement tous les éléments dont Marc a parlé puissent créer une osmose. Et surtout, il faut voir que c'est un élément qui évolue au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'il y a d'autres modèles qui te disent que globalement, au fur et à mesure que tu commences à maturer avec les membres de ton équipe, en fait, il y a encore de la rebelote, on va dire, du reforming, si je puis me permettre. Parce que du coup, tu as appris à connaître les gens et du coup, tu as passé un peu les premières étapes et du coup, tu les apprends un peu mieux. Et soit tu te sens mieux avec eux, soit tu te sens moins bien avec eux, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas considérer comme acquis non plus. Peut-être au bout de 3 ans, je ne dis pas, mais globalement. S'améliorer et revoir donc les pratiques. Alors, il y a une question de Serge Boissas sur quels outils pour la mêlée en intercontinental et sur plusieurs fuseaux horaires. C'est parfait. Je te propose d'attendre la prochaine presse. Tout à fait. Je vous conseille de rester sur la prochaine qui sera plus appropriée pour répondre à cette question. Ça, à peu près vers 19h10, on doit la commencer. Et enfin, Seb, encore, comment on prépare une équipe à adapter le changement, en tout cas s'adapter au changement? Y a-t-il des outils pour rendre une équipe qui a longtemps tourné en mode routine à accepter positivement le changement? Il est certain que la routine, globalement, on va parler d'encrassement, etc. C'est là où justement des encadrants, des coachs, donc Scrum Master, etc., vont aider justement à rechanger en permanence ces éléments. Parce que c'est mieux d'être, clairement, quand tu es dans une équipe qui n'a pas évolué, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, le changement permet de rester justement sur une dynamique d'évolution. C'est-à-dire qu'on est presque à l'écoute de ce qui va se passer en se disant, ce que je sais, c'était pertinent maintenant, et j'ai pas de souci à prendre autre chose. Je suis dans une dynamique où je ne possède pas les choses, je n'ai pas d'attachement particulier à certains éléments. Ce qui va compter, c'est l'équipe et notre capacité, disons, d'évolution.
mon train-train, etc. sont des choses qui sont moins importantes pour moi. Disons globalement, il y a des éléments, disons, d'encadrement, disons d'environnement de travail sur lequel tu vas mettre des choses qui sont importantes et des choses qui sont moins. Et là, malheureusement, quand tu es parti sur justement une équipe qui est en routine, tu vas avoir des éléments qui sont de l'ordre de la routine. Donc, je sais ce que je fais sur toute la semaine, quelle case je fais, je sais où je vais. Voilà, il y a des éléments on est certain sur ces éléments, on ne les remet pas en cause, ça fait partie d'éléments qui deviennent centraux et importants. Du coup, venir perturber cet équilibre-là, c'est clairement mettre en danger l'équipe, en tout cas les gens. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire globalement attention, si je puis dire, dans cette situation-là, parce que c'est vraiment le moment où tu peux briser l'équipe. Quasiment certain c'est ce qui va se passer, mais surtout briser les gens. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus problématique. Donc, il faut être prudent avec ça, mais il faut réussir à... Si on prend quelque chose comme Kotter pour les aspects changement, ce qui va être important pour aider l'équipe à sortir d'elle-même, parce que le mieux c'est quand ça vient d'eux, c'est que c'est le sens de l'urgence. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient conscience et qu'ils le comprennent et qu'ils l'intègrent, qu'ils ont besoin de changer, que globalement leur survie est en jeu. Et à partir du moment où tu as cet élément de survie est en jeu et que tu le possèdes, donc que tu es conscient que ta survie est en jeu, tu vas faire des efforts pour changer. Tu vas te poser les questions, tu vas te remettre en cause. Tu vas avoir plus de facilité en tout cas à faire ça. Bien sûr, si tu es encadré, ça ira beaucoup plus vite, beaucoup mieux, et surtout ce sera supporté, c'est-à-dire que les phases de doute qui vont avec ça, parce que c'est la peur qui va arriver, pourront être contrôlées. C'est pour ça qu'il faut accompagner typiquement ce genre d'équipe, il faut surtout les accompagner, il faut être très proche en termes humains pour éviter justement d'avoir des cas compliqués derrière. Mais le sens d'urgence va être important pour t'aider à avoir, disons, à allumer la flamme du changement. Mais il faut être prudent justement pour bien s'assurer que les gens vont être dans un cadre dit bac à sable pour pouvoir justement ne pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu toute proportion gardée. Donc globalement, c'est créer un environnement qui est sécurisé ou suffisamment sécurisé et qui leur permette de faire des choix, d'avancer, de se réadapter, de tenter des choses. Globalement, ils sont restés chez eux pendant trop longtemps, ils ont peur de sortir dehors. Et il faut réussir à les aider à aller dehors. Donc peut-être en faisant une clôture autour, et puis en l'étendant, et puis peut-être au moment en supprimant cette clôture. Est-ce que ça répond à ta question? Et puis, c'est cool que tu sois venu. Il y a une question de Imad Irzi, pardon. Y a-t-il des KPI à mettre en place pour pouvoir suivre et analyser les changements dus au confinement? Alors, les KPI, c'est pas le bon terme, dans le sens où il faut faire attention à ça, parce que généralement, les KPI vont être orientés contractuels. Nous, on a besoin de mesurer. Donc, c'est juste pour ce terme-là qui est important. Et cette mesure, elle est intrinsèque à l'équipe. Globalement, l'idée, ça va être de se dire, qu'est-ce que tu as besoin de mesurer? Pourquoi tu veux mesurer? Et quelles actions tu vas faire? Surtout, c'est très important, ça. Il faut tellement posséder cette mesure que c'est l'action qui va diriger presque la mesure. C'est que, super, ton truc, il est rouge ou violet ou bleu ou vert, super, mais ça signifie quoi? C'est quoi le call to action que tu vas avoir derrière? À quoi ça va servir d'être prévenu de cette situation-là? Donc, je n'ai pas vraiment d'exemple pour voir la situation et l'équipe, etc. Mais surtout, très important, tu mesures pour faire quelque chose. Tu ne prends pas des KPI. Tu mesures pour faire quelque chose. Tu vas mesurer le mood. Typiquement, tu peux mesurer effectivement comment se sentent les gens. De toute façon, c'est toujours intéressant de savoir comment se sentent les gens. Super important. Comment leurs batteries sont rechargées. Typiquement, dans les rétros, tu as des rétros super intéressantes. Il y en a vraiment que j'adore, qui est le rétro attaque de zombies, quelque chose comme ça, qui est vraiment très didactique. Et sur la première étape, tu as la mesure de un peu l'énergie, façon jeu vidéo. Quelle énergie possède ton équipe? Si tu les vois qui sont tous à sec, c'est clair, il y a un problème. Et là, c'est le moment de creuser. C'est sur cet élément qu'on va creuser. Les éléments de météo d'équipe vont être importants. Ça peut être un peu des KPI humains, on va dire, pour vérifier que justement une équipe ne subit pas ce changement, mais au contraire arrive à s'adapter et commence à partir dans un état où elle va pouvoir se mettre en position pour résister à tout ça et avoir un état d'esprit pour changer. Voilà. Alors après, évidemment, la vélocité peut aider, mais encore une fois, la vélocité, c'est d'abord un outil d'équipe. Et donc, ça va permettre à l'équipe de savoir si elle est plutôt en train de performer, de sous-performer. Et cette information-là, et surtout très indépendamment des KPI, c'est pour ça que vraiment je veux rejeter ce terme-là et prendre le terme mesure, cet élément-là peut donner un indice que quelque chose se passe mal.
ça peut être extrêmement divers et varié. C'est juste genre, tu as une tête bizarre ce matin. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Il a bu la veille. Hein. Il a mal dormi parce que, je ne sais pas, il avait mal aux pieds. Voilà, plein d'éléments. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent avec ça. Mais c'est juste des éléments qui vont donner des indices. Et à distance, c'est intéressant les indices parce que, du coup, en en parlant dans la prochaine presse, on a du mal à percevoir ce qu'on ressentait justement en local. Donc, ce genre d'indice, c'est intéressant. Mais par contre, ça ne résout pas. Il faut aller plus loin. Il y a des modèles types de rétro pour mesurer ce qui se passe dans une équipe. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas, quand on est sur les aspects humains, le Mathsad-Glad est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien le Mathsad-Glad dans le sens où il est vraiment très orienté. En tout cas, moi, j'ai des situations absolument géniales sur le Mathsad-Glad, très dans l'émotion et qui permettent justement de bien avoir un feedback émotionnel, donc vraiment sur l'humain, sur le ressenti, plus que genre sur la façon dont on a de compiler ou la tête des US, tu vois, quelque chose de beaucoup plus humain, qui a permis de faire du coup les potentiels problèmes d'échange, les problèmes de j'arrive pas trop à me situer dans cette équipe, je comprends pas bien ce qui se passe, etc. Comment je me sens, qu'est-ce qui me rend, donc Mathsad-Glad, ce qui me rend fou, ce qui me rend triste et qu'est-ce que j'en ai, voilà, et joyeux aussi, il y a quand même joyeux. Voilà, vraiment un truc qui est centré sur l'émotion, ça va, en tout cas moi j'ai pu constater après des éléments qui ont pu justement faire émerger le côté. Effectivement, des rétros, il y en a tout un tas qui sont centrés sur les personnes et l'état de santé de l'équipe. C'est essentiellement ça qu'il faut regarder comme type de rétro. Sinon, on a aussi le Moving Motivators, Management 3.0, qui permet également de voir comment l'équipe s'aligne intrinsèquement sur ses motivations, son ressenti et sur ce qu'elle a envie de faire. Donc, ça peut être aussi un élément. Bonjour Philippe Constant. Comment identifier les signaux faibles si les webcams sont éteints? Donc en gros, qu'est-ce que tu entends par les personnes qui ne seraient pas... Comment tu vois que le gars il est triste si tu vois pas sa tête? Ok. Il faut communiquer. Là, effectivement, à ce niveau-là, si ça se répète, moi, ce que je conseille, c'est simplement de reprendre la communication face à face, mais en visio, tout simplement, ou de discuter avec one-to-one. Éventuellement, il faut proposer ça en one-to-one. Après, il faut discuter avec la personne pour la problématique autour de la caméra. Est-ce que c'est parce que, justement, il n'a pas envie d'exposer sa vie privée, etc. Enfin, bref, quels sont les moteurs de cette non-caméra, mais sans forcément de caméra, justement, d'avoir c'est Mad, Sad, Glad pour Serge Buzyn. Oui. Je reviens à Philippe. Donc surtout les motivations qui lui demandent de couper sa caméra. Alors peut-être qu'elle marche pas tout ça, mais j'ai pu avoir des discussions importantes juste par l'oral. Donc l'idée c'est d'avoir de pouvoir faire ce one-to-one en étant le plus ouvert possible. Après ça va dépendre des personnes, puisque ça peut être justement du coup il y a peut-être justement d'autres éléments qui empêchent d'aller jusque là. Oui, effectivement, comme le dit Pierre, ils en parleront dans la précédente, mais globalement, typiquement, moi j'avais ouvert un canal sur lequel justement les gens pouvaient venir de manière régulière juste pour parler et pour parler de choses et d'autres. Pierre proposa d'autres trucs qui sont au moins aussi efficaces, mais potentiellement, un peu à la façon rétro et gamification, c'est décaler l'environnement. Pour justement soulager la pression qu'on peut avoir au travail, etc. Décaler cet environnement-là pour avoir un environnement où on va parler d'autre chose. Enfin, mais oui, je laisserai Pierre compléter. Bien, il est 19h09, comme on avait dit que ça commençait à 10 et qu'on ne parle pas du tout trop. Du coup, il reste moins de temps à Julie et à Pierre pour se préparer. Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est de nous arrêter là. Oui. Et d'accueillir éventuellement Pierre et Julie. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on vous fait une pause aussi au chat? Parce que peut-être 5 minutes, ça serait pas mal. Voilà.
Bien. Merci à vous en tout cas. Merci pour les questions. Merci à tous. Et puis, tiens, c'est bizarre qu'Eldrick n'ait pas mis une bière. Bon, bref. On vous propose de faire 5 minutes. 5 minutes de pause pour permettre à l'autre groupe de venir et puis que vous-même vous puissiez faire une petite pause. Et puis, à tout de suite. Tout de suite. Je pense qu'on quitte la scène. Ouais. Bonsoir à tous. Pas tarder à commencer, reprendre. Bonsoir.
Bon, on attaque, Julie? Ok, oui, allons-y. Allez. Alors bonsoir, bienvenue à tout le monde. J'espère que la première presse vous a plu, trouvée formidable de mon côté. Ce soir, on va vous parler, Pierre et moi, d'un retour d'expérience sur 2 projets qu'on a fait en remote, qui étaient en remote avant le confinement. C'est la petite spécificité. Donc, c'est l'utilisation de Scrum avec des équipes distantes. On va rapidement se présenter. Donc, je suis Julie Petit, je suis une Scrum Master chez Hippon depuis plusieurs années. J'adore le produit aussi. J'aime accompagner les équipes. J'aime aussi coacher les product owners. Je fais souvent PPO pour créer un produit utile avec des gens sereins et motivés. Pierre, si tu veux bien te présenter. Alors oui, moi c'est Pierre, donc je suis agile et livriste, comme je me qualifie. Je me définirais surtout comme quelqu'un qui est au service de tous pour faire évoluer les croyances et les cultures agiles et toutes les pratiques qui y sont liées. Et puis pour aller un peu plus loin, voilà, je suis fan de moto, j'aime la musique et j'ai 2 Maine Coon, donc c'est possible que vous voyez 2 gros chats qui vont arriver, c'est possible, donc je préfère prévenir. Du coup, Julie, on a parlé donc effectivement de Rex. C'est quoi, du coup, c'était quoi ton projet à toi? Alors, mon projet à moi, c'était le développement d'un produit de diagnostic de ligne téléphonique Internet pour un FAI. La particularité, c'est un FAI qui opère dans les dom-toms. Du coup, on s'est retrouvé avec 2 équipes, une à Nantes, puisque je suis nantaise, et une en Guadeloupe. À Nantes, on a eu entre 2 et 3 développeurs, plus moi, la Scrum Master. En Guadeloupe, il y avait 2 développeurs et on a eu un PO d'abord, puis 2. Voilà, ça a démarré en février 2020 et ça s'est terminé en août dernier. Et toi, Pierre, alors, tu as travaillé sur quoi? Alors moi, ça a commencé en juin 2019. Le produit est encore toujours en développement, il y a toujours des évolutions dessus. Donc ça a démarré une équipe. Donc moi j'étais Scrum Master, Engagement Manager sur la partie à Bordeaux, et tout le reste de l'équipe était à Lyon. Alors l'équipe a évolué, a grossi, et finalement on était plusieurs à Bordeaux. Le reste de l'équipe a continué à grossir aussi à Lyon, et l'équipe de Pékin nous a rejoint pour pouvoir travailler à distance, hein, bien sûr, pour travailler parce elle gérait toute la partie legacy, le code applicatif sur lequel on se basait pour tout le back office. Donc voilà, on avait une communication en tout ça. Tout ça, c'était pour développer une application sur les demandes de visa. Voilà globalement. Ok, donc on va passer à notre premier sujet pour cette interview croisée qu'on vous propose aujourd'hui. Pierre, du coup, on parle de remote. On était parti, la plupart des gens connaissent le travail en open space. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence qu'il y a entre le travail en remote et l'open space? Ouais. Alors déjà la première chose, on va citer Wikipédia, hein, parce que forcément voilà, hein, Wikipédia. En fait, la grosse différence qu'on va voir déjà, l'open space en fait, c'est des personnes qui se voient et s'entendent et travaillent entre elles. Donc à l'opposé, on va voir ensuite après le remote. Donc c'est vraiment un travail collectif ensemble dans un même lieu. Et la particularité de l'open space, souvent, c'est qu'il n'y a pas de cloison. C'est vraiment très ouvert. Du coup, ce qu'on entend derrière, c'est que pour certains, il y a déjà une chose. Quand on parle de l'open space, on parle déjà des fois des grands plateaux énormes. J'ai envie de dire l'usine, entre guillemets. Il y en a d'autres aussi qui vont voir des petits, un peu plus espaces. On reste des espaces assez ouverts, peu de cloisons, mais des gens qui sont malgré tout qui ont un univers. Et enfin, il y en a certains aussi qui vont carrément à l'extrême. On prend par exemple l'exemple de Zappos, où là, c'est le bonheur total, ils font n'importe quoi, entre guillemets. Et voilà, ils en mettent partout. Donc, chacun a sa vue différente, on va dire, de l'open space. Mais quelle est la grosse différence déjà qu'on va avoir, le trade qu'on va avoir avec ce remote? Déjà, en fait, pour transformer cet open space, pour remplacer cet open space-là, on va utiliser des outils, majoritairement, clairement, hein, faut pas se leurrer. On va utiliser ces outils-là. Donc, vous les avez tous connus pour la plupart sur cela. Vous les avez certainement tous essayés, surtout quand ça a démarré le confinement particulièrement. Nous, on avait sélectionné quelques-uns dès le début et on s'est lancé sur cela et on a continué quasiment jusqu'à la fin. Par contre, en fait, il y a un gros problème en fait qu'on a rencontré nous. Et même à côté, hein, aujourd'hui sur d'autres projets ou produits qu'on développe, on peut s'en rendre compte, c'est que déjà,
soyons honnêtes, clairement, on n'est pas tous égaux déjà dans l'équipement. Entre ceux qui ont la caméra qui va filmer votre bas du menton ou votre nez, hein, clairement, ou des autres qui vont regarder à droite, à gauche. Alors, comme on disait tout à l'heure, vraiment, c'était cité justement dans une des questions, c'était pas d'image, comment je fais quand j'ai pas d'image, pas de son? Vous avez même des fois le combo carrément des gens qui sont absolument, enfin, on ne sait pas s'ils sont là, en fait. Donc clairement, en fait, on a déjà une grosse différence avec la vue open space, c'est que déjà, avant, on pouvait voir les gens, on savait ce qu'ils étaient en train de faire, on savait où ils étaient, au pire, on le cherchait, mais au moins, on savait que la personne pouvait potentiellement, si elle est arrivée le matin. Donc déjà, il y a une grosse différence qui va forcément impliquer d'autres choses. Ensuite, on n'est clairement pas non plus égaux en qualité même de débit. Au-delà d'avoir du matériel à peu près correct et de simplement faire l'action de connecter sa caméra, il suffit d'avoir une mauvaise qualité, et nous, c'est ce qui était potentiellement le cas avec certaines personnes, du coup, forcément, on perdait énormément d'informations. Et comme on dit souvent, en fait, le diable se cache dans les petits détails, mais c'est très important, en fait. Et en tant que, par exemple, comme Scrum Master, je dis pas que tout le monde va pratiquer ça, on n'est pas en train de parler vraiment d'experts en mentalisme ou de détails, mais j'aime bien cet exemple du Lie to Me, donc une série, si vous voulez la regarder, c'est très intéressant, ça apprend énormément de choses. Ça vous permet en fait de détecter des petites micro-expressions. Et si vous avez une caméra pourrie ou pas du tout de caméra, vous perdez tout ça en fait. Et clairement, il faut vraiment en avoir conscience, et ça change énormément la donne. Ça va forcément en fait vous impliquer à travailler différemment avec les personnes que quand vous avez l'open space. Enfin, si je donne un autre exemple qui n'est pas anodin, c'est le salut, ça va. Alors si bien sûr vous êtes vraiment sincère le matin, mais en fait ce petit salut, ça va est extrêmement intéressant en fait en information. Ça va permettre de vous privilégier surtout un moment où vous allez pouvoir discuter avec les gens en disant tiens, t'as pas ta petite mine. Et en fait, ça va déclencher des choses derrière qui sont pas forcément naturelles quand vous allez être derrière votre PC, derrière votre écran. Donc ça peut être extrêmement gênant. Si vous avez pas de caméra du tout en fait, vous n'allez pas pouvoir créer ces éléments-là. Donc clairement, on va vraiment voir une grosse différence à ce niveau-là. Et du coup, comment réussir en fait à détecter aussi ces éléments-là de gens qui vont potentiellement pas mettre sa caméra, et puis peut-être à la mêlée le matin, il va arriver juste 5 minutes avant, et en fait il a passé une nuit de chien, il en pouvait plus, ou le projet il en peut plus du tout. Mais sauf qu'il n'a pas de caméra, vous avez aucune visibilité. Le matin à la mêlée, il dit oui, tout va bien, ils ok. On continue, je fais mon travail, tout ça. Mais en fait, au fond de lui, il est en train de complètement imploser. Bon, tout ça, c'est assez noir. C'est quoi tes solutions? Alors oui, il y en a quand même, effectivement, c'est assez noir, mais je voulais vraiment marquer cette grosse différence que vous allez avoir. La première chose, c'est d'avoir vraiment une spontanéité. Et pour ça, en fait, une des spontanéités que moi j'ai mis en place, en tout cas que j'avais pratiqué, qui a été très intéressante, c'est le lâcher prise via des jeux vidéo. En fait, on se dit, mais attends, tu es en train de travailler ou tu es en train de jouer là? C'est quoi ce délire? Et en fait, alors effectivement, on ne le faisait pas forcément sur les temps de travail, mais on déclenchait en fait des petites activités de jeux vidéo avec certains. Donc vous avez le fameux connu en ce moment Among Us qui fait tabac. Ça permet en fait finalement à travers le jeu vidéo, en parlant de tout et de rien, surtout Among Us typiquement, vous allez pouvoir en fait déclencher des conversations sur tiens, ça m'énerve, c'est ça. Et en fait vous allez entendre ces petits détails en fait, ces petits détails qui vous manquaient, que vous entendiez plus. Donc ça c'est déjà un premier point. Ensuite, l'environnement de développement, effectivement, c'est aussi un élément clé. Là, ici, ce qu'on voit, c'est par exemple un environnement qui va vous permettre en fait vraiment de forcer le pair programming, c'est-à-dire que vous voyez vraiment les gens qui sont en train d'interagir sur le même code. Ça va forcer les gens en fait à être obligés de travailler vraiment ensemble sur le même morceau de code, de discuter et de s'ouvrir sur des canaux de discussion pour pouvoir justement faire ça. En parlant de canaux, justement, j'aime beaucoup cet outil, mais qui vient encore une fois de l'univers des jeux vidéo, qui est potentiellement pas forcément les outils qu'on va tout de suite penser quand on est en entreprise. On va tout de suite penser à du Teams, de Microsoft, on va tout penser à du Slack qui est un peu plus professionnel pour les startups. Mais quand on parle de Discord, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une plateforme où on va vraiment privilégier la communication audio. Et donc du coup, ça crée des salles et les gens peuvent discuter sans arrêt, rejoindre la salle, quitter sans qu'on ait besoin de créer une conférence, un truc et tout ça. Donc ça aussi, ça permet en fait aux développeurs de se retrouver dans cette salle, de la quitter, de revenir et de discuter en fait avec les gens et continuer à créer ce lien fort qu'on peut retrouver finalement dans un open space. Et enfin, le dernier, un truc assez qu'on a parlé tout à l'heure dans la présentation précédente, les moving motivators.
Typiquement, justement, c'était une des questions qu'on pouvait répondre tout à l'heure sur les problématiques des gens qui ne mettaient pas leur caméra et pour détecter ces petits détails. Moi, j'ai par exemple eu un collaborateur qui a, grâce au Moving Motivator, a clairement en fait explosé devant moi. Parce qu'en fait, ça a mis le doigt en fait à des endroits qu'on pouvait pas discuter en mêlée ou même en rétrospective, bizarrement. Et en fait, en faisant ce petit atelier de management 3.0 ensemble et en essayant de retrouver, qu'est-ce qui le motive le matin à se lever, la personne en fait m'a montré qu'en fait il était complètement perdu en fait. Et donc c'était vraiment top pour pouvoir justement mettre le point là où ces détails qu'on avait perdus. Du coup, une autre problématique que moi, par contre, j'ai rencontrée, parce que bon, on va quand même continuer l'interview ensemble. Une problématique que j'ai rencontrée, c'est justement ce lien social de ses membres. Toi, comment tu as fait justement pour créer ce lien social que tu avais avec, entre l'équipe nantaise et la Guadeloupe? Alors, c'est une excellente question. Comment créer et maintenir l'esprit d'équipe et la motivation à distance? Alors, au départ, nous, on s'est dit tout de suite qu'il fallait absolument créer une équipe à partir de 2 équipes. On était trop loin, avec trop de décalage horaire pour que ça ne fonctionne pas dès le départ. Ça allait créer un fossé infranchissable entre les deux équipes. Donc, on a voulu créer du lien et c'est venu d'ailleurs partiellement au départ du client. Et pour ça, donc on a eu 3 leviers. Alors, le premier levier, donc celui-là, il était à la demande du client et il a été extrêmement efficace. C'est un temps ensemble physiquement. Alors, c'est pas confinement compliant, évidemment. C'était juste avant le confinement, en début mars. Ça a permis de travailler ensemble, de commencer à connaître la façon d'interagir en réunion, un petit peu de non-verbal. Les développeurs guadeloupéens sont restés 2 à 3 semaines à Nantes avec nous. On a fait des soirées, on a bu des bières, ils ont ramené du rhum, tout ça c'était très sympathique. Il y a même un développeur qui en a emmené un autre à la Beaujoire pour voir un match. Et en fait, avec tout ça, on s'est créé des souvenirs. Et quand on s'est revus plus tard, quand ils étaient rentrés en Guadeloupe, il y avait un lien, il y avait une connexion. On avait plein de choses dont on pouvait parler. Ensuite, le deuxième levier avec lequel on a maintenu ce lien qu'on avait réussi à créer, c'est d'augmenter un tout petit peu le délai des visios du matin. Donc, on restait sur la timebox de 15 minutes allongée de 5 minutes de socialisation. Et à chaque fois, je faisais l'effort de lancer une conversation sur la famille, sur le Covid, sur l'état de fatigue, et puis on faisait des blagues sur les uns et les autres. Et c'est la fréquence et c'est la continuité dans ce lien-là qui est très important, qu'il faut vraiment consciemment entretenir. Voilà, et ça marchait tellement bien que ça remplaçait quasiment une machine à café. Voilà. La troisième astuce, on va dire, la troisième astuce, c'est que les développeurs se fassent confiance. C'est par le pair programming, comme Pierre en a parlé juste avant, qui est vraiment une bonne pratique essentielle. Voilà, on a créé des standards. Et c'est devenu une habitude et l'entraide était immédiate et systématique dès qu'il y avait un souci de développement durant le sprint. Voilà, la confiance, c'est ce qui fait le ciment d'une équipe. Le lien social est très important, mais c'est du vernis. S'il n'y a pas de confiance, l'équipe s'écroule. Voilà, donc voilà, moi, j'ai réussi à créer une bonne entente. J'ai réussi à booster l'amélioration continue des pratiques de la part de l'équipe. Ils étaient volontaires là-dessus. Par contre, dans les réunions, j'ai pas toujours réussi à faire passer mes propositions. J'arrivais pas tout le temps à recueillir le feedback sur mes propositions. Et je me suis retrouvée de temps en temps dans des postures surplombantes en poussant un peu autoritairement pour les faire passer. Est-ce que toi, Pierre, c'était arrivé? Tu as fait comment pour les réimpliquer dans ce processus?
Ouais, effectivement, c'est un souci qu'on va avoir en fait de mesurer notre impact du message quand on est là sur du changement, sur de la transformation ou sur même ne serait-ce que entre nous. Comment on mesure justement l'impact d'un message ou est-ce qu'on a un bon retour quoi. En fait, c'est très facile de se cacher derrière un PC. Donc déjà, pour pouvoir justement mesurer un impact, comment on peut faire confiance justement sur un point de vue, que ce soit un point de vue d'un Scrum Master qui va être en train d'expliquer justement l'organisation, peut-être comment voilà, tiens, ça faudrait qu'on s'organise comme ça, tiens, comment on pourrait travailler ces sujets-là. Mais ça peut être aussi à une relation très simple, hein, un développeur qui va parler avec son manager senior, un développeur senior à distance. Forcément, comment on peut donner son point de vue. Et souvent, on va se dire, bah oui, mais hiérarchiquement, il est au-dessus de moi. J'ai pas donné mon avis, ou c'est un peu plus difficile, on va se sentir un petit peu bridé, on va dire, c'est très facile de dire, bon, j'abandonne, si je le dois le taper, ou si je dois discuter ça, tout le monde va me dire, ça me saoule, bon, voilà. Alors que, en fait, finalement, on va perdre justement cette capacité, ou potentiellement un jeune diplômé qui est arrivé, qui a une nouvelle idée très fraîche et très intéressante, et finalement de proposer quelque chose de très intéressant au lead dev. Et donc ça, on va le perdre aussi. Ça, mesurer cet impact-là, ça peut être pénible. Aussi, ce qui va être un peu plus compliqué, c'est comment on peut mesurer aussi le fait que on veut revivre une expérience, mais différemment. Souvent, ce qu'on utilise, c'est les serious games. Il y a plein de serious qui existent, qui vont vous permettre justement d'essayer de retravailler une situation qui se passe pas forcément très bien. Par exemple, la gestion du flux, par exemple. Et vous allez utiliser une nouvelle technique qui va être, par exemple, le penny game, un jeu que je vous conseille très, très fortement, sur la gestion du flux. Voilà, apprendre comment on gère un flux, les gros paquets, les gros batchs qu'on veut essayer de faire passer, les grosses US, alors que finalement, on sait très bien pertinemment que ça va pas marcher. Mais comment apprendre ça, c'est pas forcément évident. Et à distance, mesurer cet impact quand on le dit comme ça à l'oral, sans le jouer, sans le vivre, c'est beaucoup plus compliqué. Et enfin, l'amélioration continue, comme tu dis, effectivement, si on a un rôle de Scrum Master, ça va être aussi pas forcément évident quand on va arriver à vouloir essayer d'appuyer là où ça fait mal, en rétrospective, en montrant, attention les gars, je pense, ça serait peut-être bien qu'on en discute de ça, je pense qu'on a un souci. Et des fois, les gens vont tout simplement se cacher derrière leur écran, couper la caméra et puis faire, bon, allez, je vais regarder la télé, je vais faire autre chose, en attendant, c'est qu'une heure le vendredi, après, voilà, il y a apéro, quoi. C'est pas forcément évident. Du coup, déjà, la première chose, tu l'as déjà plus ou moins mentionné, pour essayer de casser justement cette peur qu'on peut avoir dans le groupe, en fait, finalement, de s'exprimer. Déjà, la première chose que nous, on avait vécu, c'était le kick-off. Donc, toi, tu l'as fait effectivement via tout le monde qui s'est réuni. Nous, on l'a fait aussi via un kick-off où, en fait, au moment du kick-off, on a vraiment insisté sur le fait que tout le monde devait être là. Que ce soit aussi des sponsors, mais très haut niveau. Hein. Le CTO était venu exprès et il voyage dans le monde partout. Il est vraiment venu avec l'équipe et on a tous discuté pendant 3 jours. 3 jours, on a fait des ateliers, on a discuté, on a partagé nos craintes et nos sujets. Et en fait, ça a vraiment fédéré l'équipe aussi à travers ça. Alors effectivement, ceux qui sont inclus après derrière, c'était pas forcément évident. Mais du coup, en fait, c'était aussi très intéressant. Une autre chose aussi, c'est de célébrer énormément les choses. Même la plus infime. Nous, ce qu'on faisait, alors avant le Covid, ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait, on se déplaçait systématiquement toutes les fins de sprint. C'est-à-dire que moi, je me déplaçais à Lyon pour pouvoir aller travailler, pour aller faire les cérémonies. Et sinon, quand il y avait un événement spécifique, voilà, je me déplaçais aussi. Et enfin, voilà, quand on a une nouvelle personne qui intègre l'équipe, c'est pareil. On célèbre déjà cette venue, on repartage tous ensemble et s'il faut, on essaye de se redéplacer aussi ensemble. Ça va permettre en fait de recréer des liens très forts et ça veut dire que clairement, en fait, on s'est vu, on s'est parlé et le message, en fait, finalement, la frontière qu'on peut avoir derrière l'écran va s'effacer. Effectivement, aujourd'hui, on a la visio, mais il y a encore pas très très longtemps, je me souviens sur notre projet, on se parlait que par téléphone et finalement, on se parlait très souvent très mal. Et en fait, en s'étant vu, bizarrement, la frontière avait complètement disparu. Et pourtant, on continue à se parler au téléphone. Et pourtant, on travaillait toujours sur des mêmes problématiques. Mais pourtant, ça se passait mieux. Donc, mine de rien, ça joue énormément. Et physiquement, ça joue énormément. Enfin, voilà, c'était donc l'exemple finalement de comment on s'était organisé nous aussi. C'est pareil. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait construit en fait nos cycles d'itération pour que le mardi et le mercredi coïncidaient en fait sur un moment où en fait on faisait la fin de l'itération et le début de l'itération. Ça nous permettait en fait déjà en termes de déplacement d'être déjà beaucoup moins coûteux. Et en fait finalement à terme, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait carrément réuni en fait tout en une journée. On s'était rendu compte que voilà,
les échanges étaient suffisamment clairs et fluides et la co-construction était bonne, on faisait la review le matin, la rétrospective, on enchaînait juste avant manger, et en fait, on faisait le sprint planning dans l'après-midi, et ça nous permettait, finalement, le lendemain, l'équipe restait en fait finalement en soi et commençait l'itération ensemble et continuer à recréer des liens. Et en fait, après derrière, on pouvait rentrer à la maison chacun de notre côté pour pouvoir continuer. Donc, on avait vraiment forcé et c'était un accord qu'on avait pris vraiment au tout début avec le client aussi en se disant, effectivement, ça va peut-être nous coûter plus cher de se déplacer. On faisait du déplacement en avion, bon, pas très bien pour l'écologie, mais au moins, on avait vraiment créé un lien très très fort. Du coup, on faisait remarquer justement le côté on se cache derrière un ordinateur. Comment tu as géré, toi, justement, les cas où tu avais des personnes qui étaient absentes, en retard, qui disparaissaient carrément du jour au lendemain ou d'un seul coup? Comment tu faisais, toi, justement, avec l'équipe guadeloupéenne? Alors, avec l'équipe guadeloupéenne et nantaise, puisqu'on s'est retrouvés en confinement et que je ne voyais plus non plus mon équipe nantaise, donc voilà, les absences, les retards, voire des déstaffings sauvages. On a eu pas mal de flou sur le projet. Alors, comment ça s'est passé pour nous? Donc voilà, des fois, sur un projet, des gens disparaissent. Malheureusement, parfois, quand on sait que personne ne peut venir vous chercher à votre chaise, c'est facile en fait de disparaître. Et alors, ça peut être lié à beaucoup de choses. La plupart du temps, c'est des raisons qui sont tout à fait valables. Quand on se noie dans un problème pro ou perso, quand on est tout seul chez soi, par exemple en confinement, qu'on fait des crises d'angoisse à cause de la solitude, qu'on est fatigué, en burn-out, etc., ou en stress, j'en passe, hein, c'est pas pour dire que c'est pas des raisons valables. C'est le moment où on va voir les gens soit ne pas venir du tout au visio, soit se cacher sans caméra, devenir laconique, etc. J'ai aussi des cas où les gens ne sont pas là parce que on les a déstaffés, particulièrement avec le décalage horaire, dans la nuit précédente et ils sont sous l'eau. Du coup, où sont-ils? Comment on fait pour rattraper ça? C'est le cas par exemple des développeurs qui sont sur plusieurs projets dormants qui sont en prod et jusqu'au drame, quoi. Donc, la première chose à faire, il faut les trouver. On essaye tous les canaux. On essaie de raccrocher les wagons. Il faut voir la raison pour laquelle la personne n'est plus là ou très peu là. Il faut arriver à clarifier la situation. Donc, si c'est de l'angoisse ou de la fatigue, il faut un one-to-one pour débriefer, voir s'il y a besoin de poser des congés, voir s'il y a besoin de remonter le point, etc. Si c'est un déstaffing, il faut arriver à le sortir 5 minutes de son projet pour faire un point rapidement avec le product owner, savoir où on en est. Est-ce qu'on reprend le sujet? Quelqu'un d'autre le reprend? Qu'est-ce qu'on descope dans le sprint? Comment on s'arrange? Donc, on essaye partout, les chats, les mails, le téléphone, si on a son téléphone. On reste toujours bienveillant parce que le but, c'est que la personne elle se sente bien dans le projet et qu'on limite le retard qui est pris sur le sprint. On essaye de garder en tête le sprint goal et de s'adapter. C'est toujours la même histoire. Voilà. Donc, c'est ce que je disais juste avant. On va faire un point immédiatement sur les tickets avec le ou les PO. Et on réorganise, on descope pour atteindre quand même l'objectif du sprint. Voilà. Donc, la chose à retenir, c'est qu'il faut être réactif, il ne faut pas laisser la situation s'embourber. Il ne faut pas prendre du retard, mais pas seulement, parce qu'une personne qui est isolée chez elle et qui sait que ça ne va pas, elle va avoir tendance à se renfermer, elle va penser qu'elle laisse tomber l'équipe, elle va penser que tout le monde s'en rend compte, qu'on lui en veut. C'est un cercle infernal. Plus ça va tourner dans sa tête, moins on va la voir. Donc, il faut agir dès qu'on sent que la personne est un peu plus laconique que d'habitude, dès qu'on voit qu'elle a plus sa caméra, pourquoi, etc. Et voilà. L'important, c'est que la confiance et la sérénité reviennent aussi vite que possible pour que tout le monde soit bien et que le projet avance. Voilà, donc parmi les excuses qu'on peut me servir dans ces cas-là, ça peut être l'outil. On peut me répondre: ah mais j'ai pas vu parce que je regardais pas Slack ou je regardais pas Hangout ou je regardais pas mes mails.
Comment tu t'en sors quoi quand on te sort ce genre de choses? C'est l'enfer. Alors, effectivement, donc la communication, elle va clairement être difficile en fait. Faut pas se leurrer, même si on se dit qu'aujourd'hui on a de la technologie qui vont nous permettre de répondre de manière instantanée. Hein. Finalement, en fait, il faut revenir aux fondamentaux. La communication, c'est un émetteur, un récepteur, voilà, basiquement, qui va ensuite utiliser un canal de discussion pour pouvoir envoyer un message. Alors déjà, il y a une première chose aussi qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'a pas le même codage. Moi, je vais utiliser par exemple des fois beaucoup de métaphores où je vais prendre des références de films. Quand on est en présentiel, quand on est dans l'open space, je code mon message. Si derrière ça ne décode pas, on va voir la personne qui va être regardée en mode quoi? C'est très facile. Si on n'a pas la caméra, si elle est de mauvaise qualité ou pas du tout, on ne le sait pas. Et donc potentiellement la personne va dire attends, il m'a dit un truc, il a certainement raison parce que il a l'air d'avoir les galons qui vont bien. Je suis peut-être trop con pour avoir compris quoi. Donc je vais rester comme ça. Et en fait la personne va rester dans son coin, va bloquer en fait finalement. Et c'est dommage en fait, on va perdre du temps. Donc déjà il y a cette problématique de codage, décodage qui peut être différent. Et donc créer déjà des liens avec les gens, de parler le même codage, le même langage. C'est pas déjà évident, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Hein. Même aujourd'hui, mes meilleurs amis n'arrivent toujours pas à comprendre des fois ce que je suis en train de baver. Donc ça demande encore du temps. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, on a parlé tout à l'heure des outils, et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une myriade d'outils qui vont venir, en fait, ajouter plein de canaux différents. Avant, on est dans le parler, on va être potentiellement un peu de visuel dans le canal de discussion. Il y a aussi des informations qui circulent par la vision, mais on est en physique, on est chacun face à face, et on va parler. Là, en fait, on va pouvoir parler de multitudes de manières possibles et sur des multicanaux en permanence. Si vous avez des mails, Slack, Teams potentiellement à côté parce que le client il a que Teams mais il veut pas utiliser Slack parce que ça lui plaît pas ou c'est pas compliant avec la règle. Discord parce que l'équipe préfère avoir un vrai vocal directement pour pouvoir chatter sans se poser la question de attends, faut que tu crées un lien, attends, il est où le lien, je sais plus où, ah oui, attends, on va prendre celui-là et tout ça qui était ici. Bref, c'est l'enfer très très vite. Je vous l'ai mis dans le ticket, vous avez lu le ticket? Ah non, attends, il était dans le mail aussi. Voilà, tout ça va faire qu'en fait, la communication va devenir difficile. Et donc, c'est forcément difficile. Et enfin, j'ai envie de dire, donc si on reprend donc ici notre codage, notre décodage et nos canaux, il y a quand même encore un élément qui est central, c'est le feedback en fait. Et le feedback, vous allez potentiellement le perdre. Quoi qu'il arrive, si vous êtes en physique, vous allez clairement avoir tout de suite un feedback. Si la personne est en face de vous, elle va tout de suite réagir. Si elle réagit pas, c'est que là, clairement, soit elle s'en fout. Et donc, vous avez au moins un feedback instantané, c'est qu'elle s'en fout. Voilà, point. Là, vous ne savez pas, en fait, si elle s'en fout. Clairement, en fait. Vous avez une absence complètement de feedback. Ça veut dire que vous êtes derrière votre ordinateur, vous avez envoyé un message, potentiellement sur tous les channels, et personne ne vous répond. Des mails, des Slack, personne ne vous répond. Et vous ne savez pas pourquoi. Peut-être qu'il y a une raison. Mais en fait, c'est vous qui, intérieurement, soit vous allez le prendre mal parce que vous dites, ils s'en foutent ou quoi de ce que je raconte, ou alors, c'est qu'en fait, ils sont sous l'eau et que vous en rendez pas compte du tout. Et vous pouvez pas les aider, vous pouvez pas être ensemble, en fait, finalement, pour résoudre des problèmes. Donc, clairement, en fait, ce feedback et cette bombe à retardement que vous allez avoir peut se retrouver, en fait, très rapidement, une source énormément de problèmes. Donc, il faut énormément se poser les questions sur, déjà, les canaux que vous utilisez, le langage que vous utilisez, attention aux quiproquos qu'il pourrait y avoir, justement même en discutant, on se rend compte que même en essayant de mettre la plus belle tournure du monde, on va peut-être pas forcément toujours se comprendre. Et finalement, c'est en étant main à main, côte à côte, en disant c'est là, tu as bien compris ça et tout ça, qu'on va vraiment avoir le feedback. Là, vous n'allez pas forcément l'avoir. Si je peux donner un tips, disons pour pouvoir, en plus, encore une autre problématique, en fait, finalement, de cette difficulté-là, c'est que plus vous allez augmenter le nombre d'équipes, plus la communication va être encore plus difficile. Ça veut dire que si vous avez des grosses équipes ou des équipes à faire, plusieurs équipes qui doivent en plus communiquer, nous on avait le cas par exemple avec l'équipe de Pékin qui était autonome sur son produit, sur le développement de la partie legacy et nous sur la partie vraiment nouvelle technologie. Forcément ces deux équipes-là, elles ont plein de personnes qui travaillent sur les produits et la connexion qui va se faire va être forcément beaucoup plus complexe. Ça veut dire qu'il va falloir recréer des liens et c'est pas forcément évident. Et plus vous allez augmenter cette taille d'équipe, plus la connexion et les échanges nécessaires vont être compliqués. C'est-à-dire qu'il y en a un qui vous allez envoyer un mail et puis l'autre vous allez envoyer un Slack et puis l'autre, puis en fait finalement la communication est perdue. Et on le voit très vite en fait finalement avec ce schéma-là, c'est qu'en fait la connexion avec les gens, elle est énorme. Elle est énorme. Et du coup, on peut très vite se perdre dans un canal de discussion. Donc en fait, finalement,
le seul tips que je pourrais donner, c'est de faire simple en fait. Déjà, essayez de réduire tous vos canaux de communication, essayez d'en réduire à 1, 2 maximum. C'est très compliqué parce que finalement, en fait, les mails, vous les avez de base. Si vous utilisez la suite, par exemple, Gmail ou même Microsoft, bah, vous avez tous les panels que vous pouvez exister. Vous avez Teams, vous avez les mails, vous avez le SharePoint qui va permettre de gérer les informations. Bref, vous avez énormément, une myriade d'outils pour pouvoir justement communiquer. Et vous allez vous y perdre forcément un moment. Donc, posez-vous la question à un moment, est-ce que je peux simplifier tout ça? Est-ce que je peux pas trouver le canal le plus direct? Et finalement, c'est le vocal, c'est la discussion. Donc, utilisez des outils qu'on a parlé tout à l'heure, Discord, qui est extrêmement bien pour pouvoir faire ça. Vous êtes tout de suite connecté, vous parlez, vous changez de salle, hop, ça se prend 30 secondes, c'est parfait. Donc faites simple, essayez de trouver vraiment, reposez-vous les questions en permanence pendant vos axes d'amélioration et pas que pendant vos activités d'amélioration continue. Essayez de vous chercher en se disant, est-ce qu'on peut pas faire plus simple? Est-ce qu'on peut virer les mails? Arrêtons les mails, discutons directement, même 5 minutes, prenons 5 minutes, on la cale dans l'agenda, c'est 5 minutes, mais c'est 5 minutes où on se parle en direct et on se pose pas de questions. Donc restez simple. Donc moi j'avais des problèmes, effectivement tout à l'heure je citais donc les problèmes de legacy, donc l'application legacy avec l'équipe qui travaille en Chine. Mais toi au jour le jour justement tu avais aussi des impacts énormes avec le temps. Comment tu faisais justement à cette équipe GoToPN? Alors, ok. Donc, on va parler maintenant synchronisation avec un décalage horaire qui est spécifique, mais qui arrive de plus en plus souvent. Je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer, visualiser vraiment ce que ça donne. On a une petite équipe qui dort pendant que le travail. On a un très court temps où les deux équipes travaillent en même temps et on rebelote dans l'autre sens pour la soirée. Donc, c'est challengeant. En heure d'hiver, nous, on avait 4 heures à peu près l'après-midi en commun avec la Guadeloupe. À l'heure d'été, évidemment, aux Antilles, ils ne passent pas à l'heure d'été. Hein. On perdait 1 heure en commun avec eux et on n'avait plus que 3 heures. Et 3 heures, en fait, c'est très court. Donc, on a essayé de profiter à fond de ces 3 heures, mais il fallait aussi qu'on développe une grande autonomie sur le reste des demi-journées, qui étaient plutôt des 2 tiers de journée, du coup. C'est une contrainte pour tout le monde, pour les développeurs et pour le PO et les Scrum Masters d'organisation de la journée en fait. On ne se projette plus seulement sur le sprint, on se projette aussi sur la journée. Donc comment on a fait ça? Déjà, ce qui s'est fait tout seul, ça a été une double synchronisation, on va dire. On avait le vrai daily à 15 h ou à 14 h avec la Guadeloupe, où là, on faisait la mêlée classique, où on adressait les problèmes, on inspectait l'avancement, etc. Et tous les matins, l'équipe nantaise se réunissait elle aussi, parce que dans le cadre du confinement, c'était encore plus vrai, on a besoin de lancer sa journée. Et il n'y a rien de mieux que de papoter 5 minutes avec ses collègues, de savoir à peu près où on a fini la journée d'hier pour démarrer la suivante. Donc, on avait 2 synchros pour être en autonomie sur les deux demi-journées, on va dire. Et ça, c'était côté équipe. Après, voilà, on avait avec le product owner, on a un peu naturellement, on va dire, partagé nos casquettes. C'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps avec lui et avec elle aussi quand la deuxième PO nous a rejoints, à comprendre le produit qui était assez complexe, parce que c'était des télécoms, à passer beaucoup de temps en refinement, à regarder tous les tickets pour exactement comprendre sa vision derrière et pouvoir être la réponse aux développeurs quand le PO était absent. Et de son côté, il avait à gérer des obstacles, des contacts à prendre, etc., qui n'étaient pas disponibles quand moi j'étais réveillée. Et du coup, il a pris un peu ma casquette de Scrum Master pendant qu'ils étaient dans leur après-midi, ils pouvaient avancer sur des sujets aussi. Voilà. Donc, c'est pas très Scrum-like, hein, c'est un peu d'adaptation
au feeling, mais ça a très bien marché. Et bon, moi, j'adore le produit, donc ça ne m'a pas posé problème. Et voilà. La dernière astuce est toujours la même, hein. C'est de faire du pair programming fréquent sur la période de partagée, donc les 3 ou 4 heures. Là, les développeurs étaient quasiment un jour sur 2, je crois, ensemble, par paire ou à 3 ou 4, pour traiter un problème. Alors, on n'avait pas forcément les meilleurs outils d'IDE, etc., parce que ça n'avait pas été forcément bien anticipé, mais ils le faisaient en visio, voilà. Et ils débattaient les problèmes ensemble. Et voilà, ce que j'ai rajouté aussi, c'est que 3 heures, c'est hyper challengeant pour les rituels, les cérémonies de début et de fin de sprint. Pour caser ça en 3 heures, c'est compliqué. Donc, en général, le sprint planning était dédoublé, car c'était beaucoup trop long. Donc, ça pouvait aller dans des choses assez spéciales, du genre, vous connaissez mieux cette partie, vous la faites de votre côté, dans votre matinée, nous on fait l'après-midi, celle qu'on connaît. Et puis on garde 2 heures ensemble sur les tickets qu'on a besoin de débattre. Ça marche plus ou moins bien, je pense qu'il y a de l'amélioration. Et les rétrospectives devenaient turbo-rétro, ça se tenait en 1 heure parce qu'il fallait, après la review, faire une rétro assez rapide. Donc bon, c'est pas grave, je me suis éclatée à trouver des formats courts et utiles. Voilà. Voilà pour les petites astuces qui ont fonctionné, en tout cas pour nous. Pierre, je te propose qu'on passe à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut tirer de nos 2 expériences? Alors, effectivement, dans nos 2 expériences qu'on pourrait tirer, c'est déjà la première chose, c'est déjà d'avoir une conscience de la différence. Clairement conscience que vous allez avoir des changements. L'open space, ça sera plus la même. Vous aurez remplacé ça par des caméras. Si vous avez la chance déjà d'avoir des caméras, donc on dit souvent, un homme averti en vaut 2, ou une femme aussi, hein, bien sûr, effectivement. Sachez-le et régulièrement, posez-vous la question, effectivement, est-ce qu'on est bien efficace? Est-ce qu'on n'a pas un problème? On n'a pas perdu quelque chose qu'on avait avant et qu'on retrouve pas simplement en fait avec nos nouveaux outils, nos nouveaux cadres de travail. Donc déjà, en avoir conscience, c'est très très important. La deuxième chose, en fait, c'est connecter les gens. Connecter les gens parce que en fait, ça va vraiment avoir un impact énorme. Si c'est une équipe qui est naissante, essayez de prendre vraiment des temps via des activités autres que le travail. Effectivement, faudra se dire, on va peut-être faire un jeu vidéo, on va peut-être discuter, chatter, boire un verre en visioconf, mais retrouver un lien fort que vous allez essayer de créer pour les connecter et pas simplement connecter les gens en disant voilà, on vous a mis un chat, discutez, allez-y. Non, c'est vraiment créer un lien fort, une vraie communauté. Un autre point qu'on pourrait en récapitulatif, c'est le travail d'équipe en fait. Il va falloir vraiment renforcer tout ce travail d'équipe là, avoir les bons outils. Clairement, c'est vraiment pas. Enfin, on parlait des outils de communication, mais aussi les outils de travail en pair programming. Des fois, il va falloir clairement mettre un peu la main au portefeuille un peu plus pour pouvoir se dire, voilà, effectivement, ça serait bien qu'ils voient comment ils travaillent en même temps sur le même code, ce que ça fait, ils puissent partager. C'est très très important. Ça va simplifier énormément les choses et ça va créer encore des connexions qui vont être très fortes après derrière quand ils vont devoir résoudre des problèmes et surtout quand ils vont se rencontrer à un moment face à un mur et qu'ils vont devoir prendre des choix difficiles et se dire bon ok on y va, comment on passe ce mur là ensemble et pas voilà qu'il y en ait un qui reste derrière et qui se retrouve un peu bloqué ou déçu en fait de cette situation là. Et enfin en fait non pas le groupe KISS mais rester simple en fait, simplicité et adaptation en permanence. Vous en avez conscience maintenant, du coup, essayez d'aller chercher justement les petits outils qui vont vous permettre vraiment d'aller à l'essentiel et pas de vouloir essayer de mettre une quantité astronomique de mécanique, de process et tout ça. Rester simple, en fait, finalement, c'est ça qui va vraiment être la clé du succès pour justement avoir garder en tout cas les mêmes mécaniques que vous auriez eu si vous y étiez en open space et en direct, en face à face. Est-ce que je te laisse la conclusion? Alors, on va conclure avec le manifeste agile. Voilà, forcément. Forcément, c'est la classe. Donc voilà, la méthode la plus efficace pour transmettre des informations à une équipe de développement et au sein de celle-ci est la conversation en face à face. On est d'accord. Et il faut recréer ça.
le plus possible. Priorité aux humains, voilà, c'est exactement ça. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que Pierre et moi, on vous a répondu que oui, ça peut fonctionner. C'est challengeant et ça demande beaucoup plus au Scrum Master d'être volontaire et d'aller chercher l'information que en open space. Mais c'est possible et on a fait des beaux projets et ça s'est bien passé et c'est un super souvenir pour l'équipe. Donc, allez-y avec confiance Ça et marche. essayez des choses, ça marche. Voilà. Maintenant, on a terminé. Et on va peut-être prendre des questions. J'ai vu qu'il y en avait eu 2 ou 3. Je pense que tout le monde a faim, donc on va essayer de prendre quelques questions. Voilà. Alors, est-ce qu'on a... Alors, on a les anciennes. Alors, il faut que je prenne par date. Tac, tac, tac. Que vous avez déjà testé. Alors, avez-vous, je vais prendre dans l'ordre, avez-vous un exemple d'IDE pour pair programming que vous avez déjà testé? Alors oui, je peux vous répondre. Nous, on avait utilisé, donc il y a IntelliJ qui vient tout juste d'avoir un plugin qui permet justement le pair programming. Alors le ticket, pour l'histoire, elle avait plus de 15 ans, hein, le ticket, donc pour vous dire que voilà, c'était dans les bacs. Mais ça a peut-être, le Covid a au moins une chose positive, c'est qu'ils ont finalement résolu ce ticket-là après 15 ans. Donc il y a déjà celui-là. Sinon, vous avez l'univers aussi Visual Studio qui est là depuis très longtemps, qui vous permet de faire du pair programming très très facilement, et vous voyez les gens travailler en même temps sur le code. Il y en a qu'un qui a la source de code et en fait vous allez pouvoir le partager. Donc ça fonctionne très bien. Après, sinon, vous pouvez mettre en place aussi des petites mécaniques via un Git, un process Git avec des scripts qui vont vous permettre en fait de pousser en permanence tout le temps, et en fait les équipes vont pouvoir travailler en fait finalement comme s'ils étaient en pair programming en permanence. Voilà, il y a plein d'autres techniques qui peuvent vous permettre justement de pallier à ce manque d'IDE potentiellement si vous n'avez pas. En tout cas, les 2 idées que je vous ai citées fonctionnaient. Peut-être que Julie, tu en as d'autres. Non, le seul avec lequel j'ai travaillé, c'était Visual Studio aussi. Ouais. Voilà. Par contre, la question d'après est pour toi encore, je crois. Comment faire un atelier de Moving Motivator à distance? Alors, en fait, là, on est déjà en train de spoiler parce qu'il y a un article qui va paraître, j'espère, dans pas très très longtemps. Et vous avez aussi, voilà, je partagerai cet élément-là. Moi, je l'ai fait tout simplement en fait via des slides. En fait, j'ai utilisé des slides pour expliquer aux personnes. Et en fait, comme s'ils étaient en train de bouger leurs outils, leur motivateur, en fait, ils ont bougé dans le slide et en fait, ils les ont placés comme ils voulaient sur la grille. Un autre outil qu'on aurait pu utiliser, qu'on a aussi partagé avec un autre Scrum Master d'Ypon, c'était Klaxoon ou Miro, par exemple, si vous voulez. Ces 2 outils-là vont vous permettre en fait de recréer des tableaux de bord très interactifs, très faciles à utiliser, et vous allez pouvoir en fait, en posant tous les motivateurs sur le tableau de bord, vous allez pouvoir en fait rejouer avec cette personne-là cette activité de tu le places par ordre de motivation la plus forte et moins forte, et puis vous allez retrouver en fait cette même mécanique là. Donc avec des outils comme Klaxoon ou même un bête PowerPoint, ça suffit très bien pour pouvoir faire cette activité là. Je l'ai fait avec 5-6 personnes au moins sur ça, et ça a donné des résultats extrêmement intéressants et toujours à distance. Je l'ai même d'ailleurs jamais fait d'ailleurs en physique, il faudrait peut-être un jour je m'y mette, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et est-ce qu'on a des serious games à proposer? Alors, des serious games à proposer. Effectivement, à distance, c'est une très très bonne question. C'était justement une question que je me suis posée il n'y a pas si longtemps de ça. Moi, je sais pas si tu en as, mais j'arrive pas à retrouver en tout cas le même effet que je peux avoir en tout cas quand je vais être en présentiel, en faisant jouer à des Lego pour vraiment vivre certaines activités, jouer avec des pièces. Papier, ça manque. En fait, on est des personnes, des humains, on est kinétiques, on a quand même, on est l'une des espèces on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec nos mains. Ça nous permet de transmettre énormément d'informations via ça, et créer et jouer en fait, parce que c'est la base de l'apprentissage, hein, comme ça que les enfants font. Jouer, ça nous permet d'apprendre des choses, et du coup, un ordinateur face à un ordinateur, c'est assez difficile. Alors malgré tout, il y a quand même des outils, il y a des activités qui peuvent être faites, mais vous recréerez jamais en fait finalement ces éléments-là, comme un Lego for Scrum par exemple. Alors il existe par exemple le Minecraft for Scrum, qui va permettre peut-être de recréer un petit peu cet esprit-là, mais vous n'allez pas créer. Ce qui va manquer en fait finalement, c'est la connexion avec les humains, une cohésion forte où vous allez voir l'effervescence qu'il va avoir avec des gens qui vont être en train de jouer avec les Lego, en train de chercher partout dans la salle, t'as pas un Lego de cette couleur là, t'as pas ce truc là et tout ça, vous allez le perdre en fait finalement.
Donc, c'est pas évident. En fait, on revient aussi à ce qu'on disait, c'est que si possible, et là on sort de la période Covid, même à distance, c'est vraiment essentiel de se voir de temps en temps, pour de vrai. Oui. Est-ce qu'on a répondu à peu près à toutes les questions? Je pense que oui. Ouais. Ou dans le chat, peut-être qu'il y en a certains qui ont préféré le mettre dans le chat. Non. Bah, écoutez, il est 20h. Je pense que tout le monde a envie d'aller. Très bien. En tant que Scrum Master, terminé à La l'heure. timebox est bonne, je pense. Est-ce que Florian, tu veux revenir sur la présentation pour un petit mot de la fin ou on conclut comme ça? En fait, on est tout seul, tout nous ont abandonnés. Il est là. Non, c'est bon, il est là. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi. Merci de vos présentations, c'était très intéressant. Et pour le reste, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau webinaire sur l'agilité à l'échelle. Donc on se donne rendez-vous là et puis venez nombreux, on sera là. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée à tous et merci de votre participation. Merci. Au revoir.